Aurore Berger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée des Yvelines, porte-parole de La République En Marche. Les élections européennes, c'est le 26 mai prochain. À ce sujet, un sondage très intéressant est paru ce matin dans les colonnes du Figaro et j'aimerais bien le commenter avec vous. La liste République En Marche Modem est au coude à coude avec le Rassemblement National. Précisément, 22% pour République En Marche Modem, 20% pour le Rassemblement National. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'inquiétant à voir désormais le choix des Français se partager entre soit Rassemblement National, soit République En Marche, que ce soit pour la dernière élection présidentielle ou aujourd'hui pour ces européennes? On voit bien clairement qu'on a un choix qui sera à faire au moment des élections européennes, qui est un choix presque de civilisation, en tout cas pour le projet européen qu'on a. Et on voit bien à la fois la faiblesse d'un certain nombre de partis politiques qui ne proposent plus de projet européen et qui expliquent peut-être d'ailleurs qu'ils soient si faibles aujourd'hui dans le sondage que vous évoquez. 12% pour les Républicains. 12% pour les Républicains, parfois c'était même à 10 ou un peu en deçà. Le Parti Socialiste qui est quasiment inexistant aujourd'hui dans les sondages. Et puis à force, et de manière inverse, on voit le Rassemblement National, c'est-à-dire celui qui exprime un projet de sortie de l'Union européenne, avec les ambiguïtés qu'on connaît. On les a vues pendant la campagne des présidentielles, où Marine Le Pen, en fonction de ses alliances avec Nicolas Dupont-Aignan ou pas, a changé de discours, de stratégie vis-à-vis de l'Union européenne. Mais il y aura un choix clair à faire. Soit le projet que nous portons, La République En Marche, le Modem, et au-delà, puisque vous savez bien que c'est une liste de rassemblement que nous voulons porter pour les élections européennes, qui est la volonté d'affirmer notre attachement au projet européen tout en le réformant de l'intérieur, mais en allant plus loin sur un certain nombre de politiques publiques partagées. Je pense notamment à la question de la défense. Et puis, un projet qui est celui de la défiance vis-à-vis de l'Europe en général, vis-à-vis de l'euro, qui, moi, m'inquiète. Défiance, c'est bien ce que représente aujourd'hui ce Rassemblement National. Qu'est-ce que cela dit de la France aujourd'hui, quand désormais ça fait 2 élections, que les choix des Français se portent visiblement sur le centre ou sur l'extrême droite? Moi, c'est toujours quelque chose qui m'inquiète. Je suis entrée en politique parce que j'ai voulu m'engager contre l'extrême droite. Parce qu'au moment du 21 avril 2002, ça semble être une éternité. Mais à ce moment-là, on avait tous été dans un état de sidération, disant comment est-ce possible qu'un Français sur 5 ait fait le choix de l'extrême droite et ait fait le choix de qualifier l'extrême droite au second tour. Donc je pense et à l'époque, on descendait dans la rue pour manifester. On descendait dans la rue, exactement. Je pense qu'il faut absolument pas s'habituer à ça et considérer que c'est une fatalité, une habitude, qu'à partir depuis 2002, que finalement, l'extrême droite est naturellement, quoi qu'il arrive, au second tour de l'élection présidentielle. Parce qu'à force de nous habituer à cela, on risquerait le pire, c'est-à-dire qu'à un moment, elle arrive vraiment au pouvoir. Et tout notre enjeu, notre combat, c'est de faire en sorte... C'est votre crainte ? Bah évidemment que c'est une crainte de citoyenne, c'est pas une crainte de militante, c'est une crainte de citoyenne, évidemment, que demain notre pays soit obligé d'avoir à choisir entre l'extrême droite ou l'extrême gauche, par exemple. Et donc c'est bien pour ça qu'il faut que nous on soit extrêmement crédible, extrêmement solide, qu'on poursuive aussi le projet qui est le nôtre de confiance envers nos institutions, confiance envers la politique tout simplement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont renoncé. Cette confiance, cette reconquête, ça passe par quoi aujourd'hui? Ça passe par exemple par aller au salon de l'agriculture comme Emmanuel Macron qui a passé 14 heures ce week-end, ou vous, encore aujourd'hui? Alors j'y ai passé un peu moins de temps que le président de la République, mais oui, évidemment, on y était parce qu'on était à la rencontre des différentes filières de notre monde agricole avec une délégation En Marche, parce que je pense que c'est essentiel. On a voté des lois importantes sur la fixation des prix, parce que tout le monde est choqué de dire, voilà, on a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours dans notre pays. C'est ça la réalité dans notre pays, avec des salaires qui sont indécents pour des gens qui travaillent, qui se lèvent très tôt le matin, qui se couchent tard le soir et qui nous nourrissent. Et qui pourtant n'arrivent pas à en vivre. Pourquoi? Parce qu'on a des filières agroalimentaires qui ne jouent pas le jeu, parce qu'on a des distributeurs qui ne jouaient pas le jeu. Donc on l'a contraint dans la loi, on va même plus loin, puisque aujourd'hui a été créée une commission d'enquête parlementaire sur la fixation des prix et les négociations avec la grande distribution, parce qu'on veut savoir concrètement comment les choses se passent, si la loi est appliquée ou pas, pour nous pouvoir l'évaluer et pour pouvoir, s'il le faut, corriger un certain nombre de choses. Il y a des filières où ça se passe bien. Et ça, c'est pour répondre aux demandes qui vous ont été formulées aujourd'hui même par les agriculteurs? C'est des demandes qui viennent depuis très longtemps, de dire que leur problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à vivre décemment de leur travail. Ils ne demandent pas plus d'aide, ils demandent juste à pouvoir vivre décemment du travail qui est le leur. Et donc pour cela, il faut que les prix qui sont fixés par la grande distribution, eh bien le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'entrer en conflit
avec la grande distribution, ils subissent souvent. Et donc, on a changé les choses sur la manière avec laquelle les prix doivent être fixés. Et c'est aussi un appel aux consommateurs qui ont changé progressivement leurs habitudes alimentaires, qui veulent des circuits plus courts, plus locaux, plus vertueux, plus bio. Il faut qu'ils fassent attention à la provenance des produits. Il faut qu'ils fassent attention là où ils consomment pour savoir comment les choses se passent. Si nos agriculteurs sont bien et justement rémunérés, il y a le travail du législateur, il y a le contrôle qu'on fait, et puis il y a notre travail à tous en tant que citoyens et consommateurs. Donc, consommation, satisfaction également des agriculteurs. On attend évidemment les réponses, parce que pour l'instant, voilà, c'est une commission qui est mise en place. Après, il y a aussi une vérité. Cette France-là que vous voyez au Salon de la Culture, c'est aussi en partie la France qui a manifesté les différents week-ends lors des rassemblements des Gilets jaunes. À ce sujet, dans le sondage qu'on a montré en début d'émission, s'il y avait une liste Gilets jaunes pour ces européennes, elle n'aurait remporté que 3% des scrutins. Ça dit quoi, Aurore Berger, quand dans un autre sondage, publié également aujourd'hui, 55% des Français souhaitent que le mouvement des Gilets jaunes s'arrête? Écoutez, moi, cette France-là, je la découvre pas au Salon de l'Agriculture. J'y vis au quotidien dans le sud de mon département, qui est une terre agricole. Donc j'ai pas attendu les Gilets jaunes, comme la plupart des parlementaires d'ailleurs, et les élus locaux, pour être à la rencontre des Français. Ce qui nous a été dit par ce mouvement au départ, je parle pas de ceux qui continuent aujourd'hui à manifester et qui sont honnêtement dans un déchaînement de violence à l'égard des institutions, à l'égard des élus, à l'égard des journalistes, des différentes haines aussi qui s'accumulent. Mais ceux qui ont manifesté au tout début, eux nous ont dit « on n'est pas visible ». On n'est pas visible dans la société, on n'est pas considéré, on n'est pas écouté et on a besoin de l'être. Et là-dessus, ils avaient raison d'avoir ce signal d'alerte et d'alarme. Et je pense que c'est aussi pour ça que les Français, au départ, ont eu ce mouvement de sympathie à l'égard de ce mouvement. Aujourd'hui, ils se disent, à mon avis, qu'il y a une forme de bon sens populaire, qui est qu'après 3 mois, 3 mois aussi émaillés systématiquement de violence, de débordement, ça ne passera pas le stade de la manifestation. Je pense que, honnêtement, ces gens-là ne deviendront pas des élus du peuple. Mais si certains veulent se mettre dans une démarche qui est une démarche constructive et veulent se confronter au scrutin, mais qu'ils le fassent. La difficulté, c'est qu'à chaque fois que certains leaders potentiels, c'est un peu difficile d'ailleurs de le caractériser comme ça, du mouvement ont dit on veut se présenter une élection, ils ont été immédiatement menacés, physiquement même, par des gens du mouvement. Ça devrait quand même les interpeller. Et on l'a vu en image la semaine dernière. Alors vous, pour ce qui est de la République En Marche, on ne sait toujours pas qui vont être les membres de ce casting pour les prochaines élections européennes. À ce sujet, j'aimerais que l'on écoute François Bayrou, interrogé par nos confrères de France Inter. Voici, d'après lui, qui devrait être la personne, en tout cas, le profil de cette personne. Je pense que le profil qui doit être cherché, c'est le profil de quelqu'un qui a à la fois de la maturité et une expérience de vie tout à fait forte. François Bayrou sur RTL, maturité, expérience de vie forte, c'est qui ? Moi, je ne suis pas là pour annoncer des noms. Les noms, ils seront donnés, a priori, fin mars. Fin mars, on dévoilera progressivement notre liste et jusqu'au 26 mai. Et de toute façon, je ne suis pas certaine que les Français soient en attente de savoir qui. Ils veulent savoir quoi. Quel est le projet? Et notre avantage, c'est que le projet européen, il est extrêmement clair au sein de la République En Marche. Ce n'est pas le cas des différents partis politiques. Et je pense qu'il y a aussi une chose qui a beaucoup changé au moment de cette élection, c'est que pour la première fois, les Français vont voter pour une liste au niveau national. Avant, c'était des listes qui étaient au niveau de très grandes régions. Mais finalement, il y avait beaucoup de bidouillage. À gauche, on avait d'un côté Emmanuel Morel, qui représentait la gauche de la gauche, et Vincent Peillon. C'est-à-dire des gens qui ne s'entendaient à peu près sur rien, mais qui étaient dans le même parti politique et qui étaient tête de liste dans 2 régions différentes. Donc et là, Modem et En Marche sont d'accord sur tout ? Oui, on est ensemble une majorité parlementaire. Quand je parle de majorité parlementaire, c'est pas que la République En Marche, c'est aussi évidemment le Modem. Et je pense même que cette liste, et vous le savez d'ailleurs, elle ira au-delà de la République En Marche et du Modem, avec des gens qui sont proches d'Alain Juppé, de Jean-Pierre Raffarin. Et je pense que c'est nécessaire, c'est-à-dire toutes celles et ceux qui sont viscéralement attachés au projet européen et parce qu'ils y sont attachés, qui considèrent qu'il y a un certain nombre à la fois de politiques qui doivent être beaucoup plus intégrées, où on peut et où on doit aller plus loin ensemble, et puis un certain nombre de réformes à faire. Un exemple, quand la fusion avec Alstom a été empêchée par la Commission européenne, ce qui a blâmé, c'est pas la Commission européenne, elle a appliqué les traités, elle a appliqué les textes, et la Commission n'a pas à faire de politique, elle applique les traités. On a vu pourtant ce jour-là les réactions particulièrement vives à Paris. Oui, mais le sujet, c'est de changer ces traités, c'est de changer ces règles aujourd'hui qui ont empêché la Commission de permettre cette fusion qui aurait été honnêtement une très belle nouvelle pour notre industrie européenne. Et c'est ça que nous, politiques, on a fait. Moi, je n'attends pas des hommes et des femmes qui sont des fonctionnaires qu'ils dictent une politique publique. Ils sont là pour mettre en œuvre. Et c'est ce que la Commission européenne a fait. Mais ils ont mis en œuvre, de fait,
des traités qui ne sont pas les bons, des politiques qui ne sont pas les bonnes. Et donc ça, c'est notre responsabilité d'arriver à le changer. Alors revenons à l'actualité en France. Le Parisien consacrait ce matin sa une à ces Juifs de France qui s'en vont, qui quittent leur quartier car ils ne se sentent plus aujourd'hui en sécurité. Le quotidien parle d'échec, il parle de honte de la République. Comment vous qualifiez cette situation, Aurore Berger? C'est une indignité. C'est évidemment une honte, c'est-à-dire d'avoir des hommes et des femmes français qui, en raison de leur confession, sont contraints de fuir un quartier, sont contraints de se cacher, de cacher la pratique qui est la leur, la confession, la foi, l'identité qui est la leur. C'est insupportable. Et c'est insupportable que ça puisse encore être le cas en 2019. Pourquoi la République est incapable d'assurer leur sécurité aujourd'hui? Pourquoi ont-ils encore, en 2019, ce sentiment-là? Malheureusement, parce que l'antisémitisme a toujours existé dans notre pays. Je persiste à penser que la France n'est pas un pays antisémite, mais qu'il y a des antisémites. Et ces gens-là, c'est eux qui doivent se sentir en insécurité, en fait. C'est eux qui doivent se sentir menacés par la République. C'est eux qui doivent être traduits en justice. Les agresseurs. Évidemment, ceux qui agressent, ceux qui intimident, ceux qui menacent, ceux qui font peser cette insécurité sur nos enfants dans les écoles, qui quittent, pour certains, les écoles publiques. Et le président de la République, au dîner du CRIF, a eu des mots très forts sur le sujet, de manière, justement, à ce que l'école publique regarde de près là où, de fait, on sait qu'un certain nombre d'enfants ont été déscolarisés et sont allés dans des écoles privées, qui ne sont pas d'ailleurs que des écoles juives, des écoles privées sous contrat, catholiques ou autres, parce que les enfants ne se sentaient pas en sécurité. Et après, je pense qu'il faut qu'on ait des discours responsables, qu'on n'alimente pas non plus des peurs. Il faut à la fois réussir à poser un diagnostic, à poser des mots sur l'antisémitisme et le renouvellement de cet antisémitisme. On le voit dans un certain nombre de nos quartiers, alimentés par l'islam radical. Mais ça fait 15 ans qu'on le sait. Les territoires perdus de la République ont été écrits en 2003. Ça fait pas 15 ans. Et à cette époque-là déjà, une série d'enseignants de collèges et de lycées dénonçaient l'impossibilité simplement d'enseigner des passages de l'histoire comme la Shoah. Je sais, mais je ne crois pas malheureusement qu'à l'époque, les hommes et les femmes publics politiques aient posé les mots et dit clairement ce qui se passait. Et demandé que l'éducation nationale fasse un diagnostic école par école, quartier par quartier, pour savoir s'il y avait de la déscolarisation et savoir pourquoi. Et donc, aller mettre plus de moyens sur ces écoles-là, voir s'il y a des problèmes sur les enseignants, voir s'il y a des problèmes sur des enfants qui intimideraient d'autres enfants. Et c'est cela que nous devons faire. Évidemment, c'est un travail qui va prendre du temps et c'est un travail précis que nous devons faire sur l'ensemble du territoire. Mais oui, c'est des quartiers de reconquête républicaine. La République, elle a quitté un certain nombre de ces quartiers qui se sont communautarisés. Et ça, c'est inacceptable en République. Et il faut que ces quartiers reviennent vers la République. On y reviendra en ayant plus de moyens, pas forcément que des moyens financiers d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de moyens financiers qui ont été mis sur ces quartiers. On y reviendra par une politique éducative beaucoup plus sérieuse. Je pense que ce que mène Jean-Michel Blanquer est honnêtement de bonne aloi et permet... Donc vous dites reconquête des quartiers, vous dites éducation également, mais le grand symbole qui a marqué la semaine dernière, c'est le rassemblement, place de la République, avec presque la classe politique au complet. À ce sujet, j'aimerais que vous regardiez avec moi cette caricature signée Emmanuel Halimi. On y voit un juif qui fait sa valise et qui quitte la France avec un manifestant de place de la République qui lui dit « Ah, tu fais tes valises après toutes les manifs que j'ai fait pour toi ». Moi, j'étais évidemment place de la République. Et c'est un sentiment qui a été partagé par beaucoup. Ça veut dire beaucoup de paroles, des beaux rassemblements, mais au final... Mais vous savez, je ne suis pas d'accord sur les beaux rassemblements. Parce que quand Ilan Halimi a été torturé, massacré, il n'y a pas eu ces rassemblements, en fait. Parce que je pense qu'un certain nombre de personnes se sont dit, finalement, c'est l'affaire des Juifs. Et ce n'est pas l'affaire de la République. Il y avait un grand rassemblement avec Nicolas Sarkozy en tête à l'époque. Honnêtement, il n'y a pas eu dans le pays l'émotion qu'aurait dû susciter ce qui s'est passé avec Ilan Halimi. On a mis du temps à caractériser ce qui s'était passé d'actes antisémites, plusieurs semaines, pour que ce soit enfin reconnu. Ça a été la même chose pour Sarah Halimi. Et je pense que tout cela, cette perte de temps, cette difficulté à reconnaître quand un acte antisémite est antisémite, jette aussi, à mon avis, un discrédit et éloigne et crée de la défiance. Et c'est bien légitime que ça puisse créer de la défiance. Je pense que si on avait pris, à ce moment-là, la mesure de ce qui était en train de se passer dans un certain nombre de nos quartiers. Si à ce moment-là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on a 15 ans de retard. Je pense qu'à ce moment-là, clairement, on n'a pas pris la mesure de ce qui était en train de se passer dans un certain nombre de nos quartiers. On ne s'est pas dit c'est notre affaire à tous. Aujourd'hui, on se le dit. Et je pense qu'il faut, encore une fois, qu'on ait à la fois, qu'on pose bien les mots sur le mal qui existe, qu'on ait
une fois qu'on a le bon diagnostic, qu'on ait enfin les bons remèdes. Mais certains vont vous répondre que maintenant que vous faites le diagnostic, c'est déjà trop tard. Non, je pense que c'est pas trop tard. Et cette image de certains juifs de France qui font leurs valises et qui partent. Mais moi, j'ai des amis qui sont partis. J'ai des amis qui ont fait leur alia. Et j'ai des amis proches qui sont partis. Parce qu'en effet, ils ne se sentaient pas en sécurité suffisante en France. Mais c'est un aveu d'échec terrifiant. Et moi, je dis à mes amis qui sont français avant que d'être juifs, que leur maison, c'est la France. Et qu'il faut absolument que nous, hommes et femmes politiques, on fasse tout pour qu'ils considèrent bien que c'est leur pays et que ce pays, il est accueillant et que ce pays est le leur. Et parce qu'une France qui se dépeuplerait de Français qui sont juifs, parce qu'ils ne se sentiraient pas en sécurité dans notre pays, serait un aveu d'échec terrible pour nous tous. Et je pense que ce qui s'est passé place de la République, et partout dans un certain nombre de grandes villes de France, et même à Rambouillet, vous voyez, c'est une ville de taille moyenne, 30 000 habitants, mais spontanément, chez vous, dans les Yvelines. Il y a eu des centaines de personnes qui sont venues dans ce genre de ville pour dire qu'il fallait que ça s'arrête. Une dernière question, Aurore Berger. Lors du dîner du CRIF, où vous étiez présente, Emmanuel Macron annonçait la mise en œuvre de la définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah. Autrement dit, cela considère que l'antisionisme est une des formes modernes d'antisémitisme. Ça veut dire quoi demain, d'un point de vue législatif ? Alors, c'est Sylvain Maillard, qui est député de Paris, qui avait proposé cela. Ça veut dire qu'on va transcrire cela, évidemment, dans la loi, donc pour mieux caractériser, en fait, ce qu'est l'antisémitisme. Ça veut dire que, concrètement, le manifestant qui est allé... je ne sais même pas si on peut dire manifestant, mais la personne qui est allée interpeller, insulter Alain Finkielkraut dans la rue, et qui l'a traité de sale sioniste, on voit bien l'intention qui est derrière. Quand ensuite il ajoute en plus ce pays est à nous, etc., etc. Ça veut dire que demain, ça veut dire que cette tout personne-là, propos antisioniste sera considéré comme un délit. Ça veut dire que demain, cette personne-là, on pourra la traduire en justice pour antisémitisme. Et ça veut dire qu'elle pourra être condamnée pour délit d'injure antisémite. Et ça, c'est essentiel parce que c'est insupportable de voir un certain nombre d'hommes et de femmes, que ce soit dans la rue, que ce soit à l'école, que ce soit sur les réseaux sociaux sur lesquels il faut absolument qu'on travaille, se cacher derrière le paravent de l'antisionisme pour mieux être antisémite, pour plus facilement être antisémite. On pourra toujours critiquer la politique qui est menée par le gouvernement israélien, comme tout Français a le droit de critiquer la politique menée par le gouvernement français. Mais dire mort à Israël, on ne pourra plus. Mais dire mort à Israël, dénier la capacité de l'État juif à exister, ça c'est de l'antisionisme et ça ce sera condamné. Merci beaucoup, Aurore Berger, d'avoir été avec nous ce soir, députée des Yvelines. Merci à vous.